petit négro, Blanche-Neige, machin. Donc j'ai des souvenirs un peu cruels d'un enfant qui est différent des autres. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Oui. Donc, quand vous avez sorti votre dernier album, Laurent Voulzy, fin 2001, toutes les interviews commençaient toujours par dauber sur le temps qu'il vous avait fallu pour faire cet album, 9 ans. Voilà. Alors là, c'était vraiment tout le monde. Vous étiez obligé de vous expliquer, de vous excuser d'une certaine façon, en disant mais j'ai fait construire le studio. C'est vrai que vous avez quand même commencé très fort. Et puis après, il a fallu que le studio soit terminé, que voilà, etc. Et puis finalement, samedi dernier, les mêmes ont compris que tout ce temps, c'était pas pour rien. Magnéto, Serge. Première victoire de la soirée, donc victoire de l'album Variété Pop de l'année. Le gagnant est Avril de Laurent Voulzy. Bravo. Merci. Eh oui. Alors, donc, c'est vrai que vous avez mis 9 ans à faire l'album, et surtout, il y a eu 15 jours de retard sur la date de livraison prévue. Vous avez une espèce de baby blues après la fin de l'album, non? Ah oui, ça a été extrêmement court. Vrai, on a enregistré pendant 40 mois, donc pratiquement tous les jours sauf les week-ends. Et évidemment, au bout de 40 mois, on était à 24 heures près, quoi. Ouais. Il y avait un peintre comme ça qui s'appelait Bonnard, à qui il fallait arracher les tableaux. Le mec jusqu'au dernier moment, et puis c'est celui qui allait dans les musées avec de la peinture et qui finissait. Non mais c'est vrai. Ouais. Ça a duré combien de temps? Le Baby Blues, il a duré 2 heures. Pour 9 ans de travail, ça va? Oui, ça va, oui. Il a duré 2 heures. Non, mais c'est l'impression du sucré-salé, quoi. Ouais. Content et triste en même temps, quoi. Alors, le dernier morceau qui est parti, c'est Marie Quant, qui est une chanson consacrée à la personne qui a inventé la mini-jupe. Et ça retrace un peu cette époque. Il y a la descente de Sunny Afternoon. Oui. Hein? Ah, bah, il y a des clins d'œil. Hein, il y a des petits clins d'œil qu'on remarque. Ouais. Alors le taxi attendait, comme ça, devant la porte du studio que vous avez fait construire, vous avez donné la bande au dernier moment. Il y a un autre morceau qui s'appelle Jésus. Ça, c'est une commande. C'est une commande, ouais. Du père. Du père, ouais. C'est absolument vrai, puisque c'était un monsieur. Oui, c'est un curé qui vous l'a demandé. Le père Joseph Wrezinski, qui est le fondateur du mouvement ATD Carmonde, qui un jour, après une émission de télévision, m'a demandé d'écrire une chanson pour les gens qui sont dans la misère. Et j'ai dit non. Ah ouais, parce qu'on va pas défendre tout le monde non plus. Mais j'ai dit non parce que ça me paraissait difficile, un peu facile de lever le poing pour un combat. Et en même temps, je pensais qu'il fallait être sincère et qu'il fallait savoir de quoi on parlait surtout. Et en fait, il m'a réécrit après et puis je lui ai jamais répondu. En fait. J'étais assez mal élevé sur cette histoire. Et il est mort 1 an après. Comme quoi, il faut répondre au courrier, c'est une grande leçon. Oui, exactement. Parce qu'après, on regrette si on n'écrit pas, parce que les gens décèdent. Donc, quand vous recevez du courrier, répondez, c'est très important. Donc, effectivement, non seulement j'ai regretté, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai pris contact avec ce mouvement ATD Carmonde. J'ai rencontré des gens très extraordinaires. Et puis, pendant des années, j'ai suivi je suis allé à des réunions, je les ai rencontrés, je suis allé voir des gens comme ça, et j'étais auditeur et j'écoutais les gens parler. Et puis, la première chanson qu'on a écrite de l'album avec Alain, il me dit de quoi tu voudrais parler dans cet album? C'est vraiment le tout début, quoi. Et je lui dis, je sais pas, il peut y avoir des idées, je sais pas, mais j'ai une commande. Voilà. En fait, c'était la première chanson qu'on a écrite de l'album, c'est celle-là. Oui, la commande, vous l'avez faite tout de suite. Puis après le reste, ça a pris 9 ans. Ça a pris 9 ans. Ouais. Bah, écoutez, on va parler de votre vie, Laurent Voulzy. Bon. Alors, tout le monde vous appelle Lolo, en fait, vous appelez Lulu. Escroc. Non, c'est pas une escroquerie, oui, non, mais non, je m'appelle Lucien. Mon vrai prénom, c'est Lucien. Et quand même. Comme Gainsbourg. Comme Gainsbourg, hein. Comme Gainsbourg. Comme le père de Guitry. C'est la règle. C'est René. Non, mais le quand même, c'est un peu ce que je me suis dit quand le directeur artistique, quand j'ai fait mon premier disque, m'a dit bon, allô Lucien, bon, est-ce que on va faire la pochette du disque? On va au pressage mercredi. Lucien, est-ce que tu gardes ton nom? Alors je lui fais, je sais pas, j'y ai pas pensé, je n'y avais pas pensé. Alors il me dit bon, je lui dis oui, je m'appelle Lucien Voulzy. Il me dit voilà, ou tu acceptes d'être appelé Lucien Voulzy, ou
où tu changes de nom. Finalement, j'ai dit, je garde mon nom de famille. Et finalement, j'ai dit, je garde mes initiales. Et puis j'ai trouvé que Laurent était joli. Voilà. Alors, vous êtes né à Paris, mais vous avez été conçu à la Guadeloupe. Oui. Vos parents sont guadeloupéens. Votre mère était danseuse, elle est arrivée enceinte à Paris. Ouais. Ensuite, Laurent, vous avez été mis en nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans. Bien fait parce pour que ta votre gueule. mère faisait des tournées. Votre mère faisait des tournées de danse. Oui, voilà, ouais. Hein, jusqu'à 8 ans, vous avez été en Voilà, nourrice. j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 2 ans, peut-être 3 ans, et puis ensuite j'étais en nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans et demi Voilà. d'ailleurs. Mais votre maman après s'est remariée et vous êtes allé vivre avec elle, avec votre beau-père, Ouais. et puis des petites sœurs, et En des fait, petits frères sont arrivés. J'ai connu ma mère, j'ai toujours vu ma mère faire énormément de travail pour la maison, pour s'occuper des enfants, aller à que son tu branlais travail le rien. matin. Ouais. Mais il y avait cette présence masculine du père qui était là au-dessus de ma tête, comme ça, c'était quand même pas mal. Alors, scolarité pas terrible, hein. Putain, ça fait des artistes. Après. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc, les vacances, c'est août avec la famille à Saint-Brévin. Oui. Et puis juillet en colo, et c'est là que vous attrapez en colo, que vous attrapez le virus de la musique. Je vais t'aller dire un prénom de fille. Alors, il attrape, c'est incroyable parce que la personne avec qui vous attrapez le virus de la musique, c'est Christian Vander, le fondateur du groupe Magma. Ah oui. Phil Oui, Indienne. on avait un petit sac à dos avec le goûter dedans, tout ça, puis on marchait à la fin, et on s'est mis à jouer un morceau des Shadows avec la bouche. Moi, je faisais la guitare, et Christian Vander faisait basse-batterie avec la bouche. Et alors, à deux, on s'est aperçu que c'était formidable d'être à deux, de faire une espèce de rythmique comme ça. Ça faisait un orchestre à C'était deux. à la fois votre première émotion Ah oui, oui, musicale j'ai et à été la fois vraiment- votre premier groupe. Alors ça a été vraiment un truc Non mais fort c'est marrant pour parce que moi. vous avez commencé avec la bouche, donc en colonie de vacances avec Vander. Ensuite, vous avez eu un jouet gagné en dégommant des boîtes Oui, de concert. c'est-à-dire qu'il y avait une, Il a- il y avait une kermesse, Ouais. il y avait des boîtes de Un concert, jeu de ouais. des massacre. chaussettes de son. là. Ouais. Et puis alors, j'avais dégommé les boîtes à conserve et comme l'eau, j'ai pris une guitare en plastique. Voilà. Voilà. Alors après, vous essayez d'en fabriquer une avec du contreplaqué. Ah, ça prend du temps. Ah, il va acheter du contreplaqué chez les menuisiers. Voilà. Non, celle qui est derrière, c'est celle d'Axel Bauer. Ah ouais, c'est celle ouais, qu'il a c'est- cassée sur le plateau de Drucker Il y a 25 ans. quand il a fait Cargo de nuit. Ça ouais, va marcher absolument. beaucoup moins bien. Hein. Et alors donc voilà, après celle en contreplaqué marchait pas terrible. Non. Donc votre mère voit ça et finit par vous Ouais, offrir ouais. pour Noël une mélodie. Une guitare mélodique. Une Alors, guitare mélodique. entre-temps, je me suis essayé à la batterie un peu Ouais, ouais. et à l'harmonica. Alors quand il jouait à la batterie, c'était sur des boîtes de Café Le Gall, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et après vous faites un groupe qui s'appelle les Tigers, mais vous dites Oui, c'est les ça. Tigers. Ouais, je disais, on ne savait pas. Les tigers. On cherchait le nom tigre. On Ouais. disait les tigres, c'est bien, mais en anglais. Donc on s'est appelé les tigers, quoi. Voilà. Ah, mais son histoire, elle est parfaite à lui, vraiment. Il a fait tout, hein, il a Ouais, construit la il a guitare. commencé petit. Voilà, et là j'étais batteur, là, Ouais. avec les tigers. Avec les tigers. Avec la boîte de conserve Le Gall. Vous montez sur scène pour la première fois, vous signez votre premier autographe à l'époque de la Beatlemania. Ouais. Et évidemment, les Beatles avaient les cheveux bien raides. Et vous, il y avait un problème. T'avais un peu le frisé. Ouais. Ah oui, oui. Oui, mais c'était pas encore l'époque des Babyliss, hein. Non, non. Alors ils avaient un oui, fer. Oui, non, mais j'avais évidemment les cheveux frisés. Et tous mes copains, ils avaient les cheveux un peu qui touchaient les oreilles. Parce Ouais. qu'à l'époque, si on avait les cheveux qui touchaient les oreilles, on était virés du lycée. Ouais, quoi. c'est vrai. Donc on tirait un peu, ouais. Et moi, mes cheveux frisaient. Alors j'avais un fer. Un fer. J'allais un- fabriquer moi-même. Non, un fer à friser, c'est pas un Babyliss. Non, j'avais c'était fait en un fer, contreplaqué. ce qu'on appelait un fer à défriser. Oui, à défriser, oui. Et qu'on met sur, Sur le gaz. voilà, qu'on met sur le gaz, on se met de l'huile dans les cheveux et on défrise les cheveux comme ça. Alors, mes au cheveux cours, ah étaient oui, au feu. absolument défrisés. Ouais, ouais. On aurait cru un peu Planchet. alors je les plaquais bien comme ça. Et t'en entends Et j'avais toujours une brosse dans Dès qu'il y ma avait un coup poche. de vent, ça remontait comme Et ça. alors je m'arrangeais toujours pour marcher avec le vent dans le dos. Parce que dès qu'il y avait le vent de face, c'était atroce, quoi. Ça faisait deux ailes. Mais Bah oui, non, mais c'était ça. Ouais. Tellement il avait une brosse dans la poche que tout le monde l'appelait la brosse, c'est vrai. Hein. Ah, je sais pas ça. Ah, si. Ah bon. Tu gères la brosse. Tu gères la brosse, c'est bon. Il y a un truc que tu fais bien quand les gens ne savent pas, tu fais si. Et à 8 ans, vous faites dépuceler en Allemagne, je ne savais pas. Si. Mais sérieusement, est-ce que vous avez souffert de... Vous en avez souffert?
Ouais, je crois que j'étais d'un tempérament timide. Ouais. Et quand j'étais petit à l'école, avant les années 60, c'est-à-dire je me souviens des souvenirs de 1956-57, sur les cours de récréation, il n'y avait pas beaucoup de petits garçons qui avaient ma couleur. Ouais. La France s'est colorée Oui. après. Et donc je subissais les sarcasmes de certains petits garçons à l'école, de par ma différence. Donc, petit négro, Blanche-Neige, machin. Donc, j'ai des souvenirs un peu cruels d'un enfant qui est différent des autres. Quoi. Et pourtant, Dieu sait si toutes ces vannes sont drôles. Ouais. Non, il y a eu deux épisodes un peu pénibles. Il y a eu d'abord le jour où vous attachez un arbre pour vous faire bouffer de la neige. Bon, ça. Ouais. Et puis aussi, moi je trouve beaucoup plus grave, à l'époque où vous habitiez à Nogent, vous descendiez la poubelle le soir. Il y avait le voisin du deuxième, tu imagines le mec ouvrait la porte comme ça, il disait encore les nègres qui descendent leur poubelle. Quoi. Quand j'arrivais au deuxième, je faisais tout ce que je pouvais pour pas faire de bruit. Ouais. Mais lui, il guettait. Quoi. Est-ce que vous avez pas l'air d'avoir beaucoup de haine par rapport à ça? Est-ce que vous avez pardonné? Ouais. C'est marrant, j'ai peu de rancune. Et la seule rancune que j'ai eue longtemps, c'est vis-à-vis de ce type-là. Et puis un jour, le temps avait passé, j'avais 35 ans. Et je l'ai vu, j'étais en voiture. Quelle revanche. Et puis il était, parce que bon, c'est pas Sous ma roue arrière, et là, Ouais, non, c'est ça. Traîner derrière, sanguinolent. Et alors, moi, à l'époque où il m'emmerdait, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Puis là, je le voyais, moi j'avais 35 ans, puis je le reconnais bien à un carrefour. Il était dans une petite voiture et moi dans une grosse voiture. Et puis finalement, j'ai démarré, j'ai laissé, et puis c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. C'est Non, fini mais je crois maintenant. que le gars, il était un peu bête. Quoi. Bon, puis après, ça va un peu. C'est un euphémisme, hein, Laurent. Vous êtes vraiment gentil, Laurent. Oui, il est pas C'est un méchant, gros en tout con, cas. hein. Moi je connais son nom de famille. Il s'appelle Robert Gros Con. Il rumine pendant 20 ans de revoir ce mec, il déteste. Un jour, il le revoit, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que la vie te donne cette situation? Jamais. Et De casser lui, les la vie, dents lui, avec une bonne raison. lui met ça sur un plateau. Et ben lui, non, finalement, j'ai rien fait. Bah ouais. Ça C'est va. Parce qu'il avait grandi. Ouais. Il a C'est parce pardonné, ça qu'il a s'appelle le pardonné. pardon. C'est parce que Dieu est amour et ça, faut que les jeunes se mettent ça dans Absolument, le bah oui. crâne. Absolument, Laurent. Voilà, donc après les Tigers, il y a eu d'autres groupes, il y a eu les Élans, et c'est parti du Mark Robson Group. Les MST. Puis vous passez Ouais. du rock'n'roll au rock, vous faites des tournées, vous faites votre service militaire dans les Hussards à Orléans. Ouais. C'est-à-dire, je peux dire maintenant, devant la télévision, La prescription. j'ai menti quand je suis arrivé à la caserne. Parce que le capitaine qui s'occupait de savoir dans quel escadron on allait nous mettre, il savait que j'étais musicien. Il m'a dit, bon, alors vous êtes le musicien. En plus, j'étais arrivé en retard à la caserne parce que j'étais en tournée. Le chanteur Mark Robson m'avait dit, c'est pas la peine d'aller au service, ça sert à rien. Et puis finalement, et les gendarmes sont venus me chercher. Donc, je me suis retrouvé à la caserne comme musicien, et il me dit, vous jouez de la guitare? J'ai dit, alors vous jouez quoi comme instrument? J'ai dit guitare, et ça faisait pas très sérieux pour lui. Et il me dit, mais vous faites quoi? J'ai pas osé dire, je joue du rock. Ouais. Alors j'ai dit, j'accompagne des chanteurs. Mais des chanteurs de votre ville? Non, des chanteurs connus qui passent à la radio. Qui? Alors j'ai dit, j'accompagne Michel Delpech. Ouais. La classe. Et il me dit, qu'est-ce qu'il chante? Et je lui dis, il chante Chez Lorette. Ouais. Alors il se retourne vers un appelé qui était là, qui tapait à la machine, puis il lui dit, pour chercher un geste approbateur, et l'appelé lui fait. Ça veut dire qu'il connaissait, quoi. Michel Delpech, Chez Lorette et tout. Chantez-le. Donc, le jour où je suis arrivé à la caserne, j'ai chanté Chez Lorette dans le bureau du capitaine. Ouais. Tous les mecs étaient morts de rire, ils étaient derrière leur machine et tous les appelaient. Et il me dit, c'est tout? Ben, je lui dis, c'est pas mal déjà, mais j'accompagne aussi un autre chanteur et je m'emporte et tout. Ouais. Il me dit, qui? Michel Fugain. Il chante quoi? Je n'aurai pas le temps. Il regarde le gars, il fait. Et l'autre, Jameau, il s'appelait. Il fait. Alors bon, alors allez-y, chantez-le. Donc j'ai chanté ces deux chansons le jour où je suis arrivé à la caserne. Et donc, comme j'étais bon guitariste, il voyait que j'avais quand même. Que j'avais du métier, il m'a mis à la grosse caisse. Voilà. Et Donc alors, je défilais à Orléans avec la grosse Et caisse. alors le soir, vous faites le mur pour aller jouer dans des clubs à côté de là. Et un soir, on vous appelle et on vous dit que la première chanson que vous avez écrite vient d'être enregistrée par un groupe qui s'appelait Musical College. Ah oui, ah Voilà. oui. Ouais. Ceci étant, c'était pas la fin des galères, il y a eu encore beaucoup de galères après. Vous avez même fait des musiques de films érotiques. Oui. Et un chanteur de la maison de 10 dans laquelle j'étais, qui avait joué dans R, m'avait dit, moi je voulais jouer dans un film, est-ce que tu veux pas faire la musique? Le metteur en scène cherche à faire un musicien. J'avais été présenté à ce gars-là, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dessus. Le film était en fait un film érotique, qui est devenu d'ailleurs après un peu plus hard. Ouais. Et un jour, j'ai reçu l'Assasem au mois de janvier et j'ai touché un chèque et j'ai vu qu'il y avait crédité plus de 10 000 francs. Ouais. Et c'était dingue parce que
En fait, avec les retenues, il me restait un peu moins de 9000. Mais... Et à l'époque, je me rappelle, j'achetais tout le temps un journal, je vais dire le nom, c'est pas grave, ça s'appelait L'Indicateur Bertrand, parce que je rêvais d'avoir une maison un jour. Alors j'achetais tout le temps ce bouquin, même quand j'avais vraiment pas une thune. Et là, j'ai couru acheter L'Indicateur Bertrand, et je voyais, il y avait Grange à rénover en Corrèze, 7500 francs, et je disais, putain, je peux l'acheter. Juste pour le plaisir. Voilà, il y a eu ça. Et puis en 1972, le premier 45 tours qui s'appelle L'amour est un oiseau. Ouais. En 73, la rencontre avec Alain Souchon pour J'ai 10 ans. Connerie, ça. Il n'y a pas des chansons que vous avez écrites pour Souchon et que vous regrettez de lui avoir données? À ce fumier. C'est noté. Non. Ah bon? Alors non, parce que d'abord ça peut pas parce que quand on part écrire des chansons pour l'un ou pour l'autre, c'est justement pour l'un ou pour l'autre. Ah oui. Il y a assez peu de chansons qu'on aurait pu chanter de moi, par exemple, qu'Alain aurait chanté. Mais pourquoi elles sont différentes? Parce que vous avez une tonalité de voix... Non, elles sont différentes parce que les problèmes que Alain expose dans ses chansons sont pas du tout... Il n'a pas du tout les mêmes fantasmes que moi, la même vision de la vie que moi. En même temps, on est certainement complémentaires, mais on va avoir le même résultat, mais je vais voir le verre à moitié plein, lui va le voir à moitié vide. Tout ce que vous avez fait en 9 ans, vous de rien. Non, c'est vrai. Feignasse, hein, bravo. Hein. Bravo. Laurent Voulzy. Alors Laurent, la Guadeloupe, vous connaissiez par votre mère, par les créoles, la cuisine, la musique. Et ce n'est qu'à 35 ans que vous êtes allé là-bas pour la première fois. Ouais. D'abord parce que vous n'avez pas d'argent pour y aller dans un premier temps, et après quand vous avez eu l'argent, vous n'avez plus le temps. Voilà. Et quand vous êtes arrivé là-bas, en Guadeloupe, où vous n'étiez jamais allé, vous avez eu un sentiment de déjà vu, de déjà vécu, un peu bizarre, assez étrange. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, comme si on avait une mémoire génétique. Vous croyez à l'irrationnel, à l'impalpable, à l'invisible, non? Vous êtes un peu... c'est pas de l'impalpable. Non, c'est vrai, non? Oui, bien sûr. Ouais. Vous croyez à tout ça? Oui, enfin j'y crois. Ça me passionne. C'est la plus grande interrogation que je me pose à chaque instant. Donc c'est vrai que j'ai une tendance à être très, très, très intéressé par tout ce qu'on... Enfin, je suis même persuadé qu'il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, donc, et qui comptent énormément, quoi. Bah écoutez, je vais vous dire un truc, Laurent, vous êtes le client idéal pour l'interview Croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, le mouvement baffiste. Ah non, moi j'ai défendu le mouvement baffiste quand t'étais pas là, mais maintenant que t'es là, c'est bon. Merci Bono. Il nous a fait du baffiste. Merci Bono. Ouais. Laurent Voulzy, est-ce que vous croyez au monde parallèle? Oui. Au bar parallèle. Oui. Je suis pas... Je peux pas dire que j'y crois. Je pense que je suis pas loin d'y croire, voilà. Il y a de l'écho. Est-ce que vous croyez, que vous croyez qu'Elvis Presley est mort? Oui. Mais c'est des conneries. Est-ce que vous croyez Elvis, c'est pas mort. Jean-Pierre François est vivant? Enchaîne. Je sais qu'il y a une... Je sais qu'il y a pas une secte, on peut dire ça, hein, qui vénère Elvis Presley en tant que messie, quoi. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? J'ai une tendance à croire que oui, bien sûr. Oui. Parce que quand on regarde qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et que jusqu'à présent, on compte, d'après Hubble, qui a fait une photo pendant 48 heures, qui a posé dans un tout petit trou d'objectif, et on pense qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies, ça fait quand même beaucoup de planètes quand on fait la multiplication, et ça, c'est ce qu'on connaît. Est-ce que vous croyez aux fantômes? J'ai une tendance à croire que... Oui, j'ai une tendance à y croire, bien sûr. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? La coutume de dire, ou la croyance plutôt, en une vie unique, me paraît d'une cruauté vraiment totale. Ça me paraît très très bizarre. Pour arriver, apparemment, pour cette croyance, arriver au même endroit, c'est-à-dire au ciel, en jugement, etc. Ça me paraît même injuste, d'ailleurs, que des gens aient été éduqués, par exemple, à torturer. Par exemple, un petit enfant Khmer rouge, à qui on aurait appris à torturer à 16 ans.
Donc il est éduqué là-dedans, il n'est pas responsable de ça. Et puis il va torturer des gens, et puis à 18 ans, il saute sur une mine. Donc il a passé 3 ans de sa vie à torturer des gens. Théoriquement, quand il arrive au ciel, c'est quoi le jugement? C'est-à-dire, il est coupable, pas coupable? Est-ce que sa vie est bien par rapport à celle de l'abbé Pierre, de Jean-Sébastien Bach, d'Hélène d'Hélène de Fougerolles? C'est très étrange. Donc la réincarnation me paraît une théorie beaucoup plus rationnel. Pas rationnel. Ouais, rationnel. Rationnel. C'est-à-dire un retour perpétuel pour apprendre, je ne sais pas pourquoi on est sur Terre, mais ça me paraît. Je crois qu'on peut croire, je crois même qu'il y a des mouvements qui sont chrétiens et réincarnationnistes. Voilà. Oui, mais ils sont 8. Ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que vous croyez à la météo? Un petit peu, ouais. Ouais. Est-ce que vous croyez au vaudou? Oh oui. Oui. Oui, oui. Comme on peut croire aux jeteurs de sorts. Quoi. Ouais. Je pense que ça peut exister de manipuler l'aura des gens. Ah, tapotage. Tapotage. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? Dis la vérité. Au sexe sans amour? Bah, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est-à-dire d'avoir envie de faire l'amour sans aimer, d'avoir envie de faire l'amour sans aimer. Oui. Moi, je me calme. Il va se caresser. T'as raison. Je me calme. Je peux pas dire que ça dure. Ouais. Non, mais mais avoir il y a des choristes dans les envie de studios, baiser sans être amoureux, c'est possible, non? Voilà. Ouais. Est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe? Oui, la l'amour famille, avec un grand A, bien sûr. Ouais. Avec des gens de la famille, tu veux dire? Arrête quand même. Ouais. Non. Non, parce qu'il n'y a pas de sexe. avec la Mais non, famille. mais ça, c'est quand même... L'amour, c'est ta famille, quoi. vu d'une façon universelle, oui. Oui. L'amour en couple, sans sexe, Non. c'est dur. Hein. Vous y croyez pas? J'ai un peu de mal. Il faut être solide, hein, mon pote, là. Ouais, il faut être solide, voilà, c'est ça. Ou avoir 2-3 jeans l'un sur l'autre, je sais pas. Mais... Attention. Est-ce que vous croyez, Laurent Voulzy, que c'est meilleur à 3? Non. 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 Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour 5 fois de suite? Honnêtement, en ce qui me concerne, je n'ai pas de souvenir. Parce que... Allez, on va commencer petit. Non, déjà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.